toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, une question, une autre pédagogie est-elle possible? À l'instar de Montessori, et parce qu'il n'y a pas qu'une seule méthode d'apprentissage, de plus en plus de parents se tournent aujourd'hui vers des écoles à la pédagogie alternative, plus de créativité, plus d'adaptation et plus d'autonomie. Comment mieux préparer ses enfants au monde de demain? Nous allons poser la question à nos deux invités. Deux experts de ces nouvelles pédagogies nous accompagnent aujourd'hui. Lionel Sayag, fondateur de l'autre école, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci Lionel d'être là. Et Valérie Touze nous accompagne également, créatrice d'Edoki Academy. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là Valérie. Première question, le point commun de ces nouvelles pédagogies, c'est quoi Lionel Sayag? Un accompagnement plus sur mesure de l'enfant, vous diriez? C'est un accompagnement personnalisé et peut-être une finalité aussi différente qui est de se dire que chaque enfant dispose d'un potentiel infini et que le but c'est de développer ce potentiel infini. Donc je pense que voilà, c'est une personnalisation et également une finalité qui se rejoue, qui peut être commune à toutes ces pédagogies-là. Et qui est plus difficile du coup à mettre en place, qui demande plus de moyens, plus de personnel, davantage d'encadrement, davantage de formation aussi, peut-être davantage d'énergie ou je sais pas, mais en tout cas de patience. On parle beaucoup de discipline positive par exemple. La discipline positive, ça impose d'accueillir les émotions des enfants. Donc ça veut dire qu'il faut les écouter davantage, placer des cadres, etc. Donc ça prend souvent plus de temps, donc c'est peut-être encore plus de patience, même si en soi le métier d'enseignant est un métier qui demande énormément de patience. Tout à fait, déjà de base. Valérie Touze, vous êtes d'accord avec ça? J'imagine, on peut dire, si on peut donner un point commun à ces nouvelles pédagogies, c'est l'accompagnement plus personnalisé, comme le disait Lionel Sayag. Tout à fait, mais ce qui est important, parce que souvent quand on dit individuel, on oublie le groupe. Or, chez Montessori, le groupe est très important. L'enfant est suivi à son rythme et poursuit son apprentissage effectivement selon ses besoins, mais tout ça dans le respect du groupe. Et le groupe est important puisque comme c'est des groupes d'âge de 3 ans par exemple, les plus grands apprennent aux plus petits et inversement. Lionel Sayag, vous êtes d'accord avec ça? Le collectif aussi a son importance. On parle d'accompagnement individuel, le collectif a évidemment son importance. Tout à fait, ouais, les deux vont ensemble et dans différentes pédagogies, ce qu'on retrouve, on s'inspire aussi beaucoup de la pédagogie freinée par exemple, la pédagogie par projet. Et c'est vrai que pour revenir à ce que disait Valérie, l'idée c'est que les enfants apprennent tous ensemble, les plus grands apprennent avec les plus petits, les plus petits apprennent avec les plus grands, apprennent aussi dans la diversité. Nous on a la chance d'avoir une école qui est inclusive, donc d'accueillir des enfants avec des besoins particuliers aussi. Et donc cette ouverture-là au sein du collectif, elle permet de développer le potentiel et la singularité de tous les enfants et de les inscrire aussi dans la société, dans le monde de demain, en développant leurs compétences socio-émotionnelles, leur créativité, leur adaptabilité dont vous avez parlé, et accompagner cette transformation sociétale dont on a tant besoin. Vous parliez tout à l'heure, on parlait tout à l'heure d'investissement peut-être de formation. Déjà, il faut former ces enseignants à ces nouvelles pédagogies. Il faut aussi former les parents. Il y a un investissement des parents aussi dans ces nouvelles pédagogies. Oui, tout à fait. Donc nous, on essaie d'accompagner aussi les parents dans cette nouvelle parentalité. Et donc, c'est vrai que les directeurs d'établissement font presque du coaching parental. Et puis, puisqu'on veut essayer de transformer la société et de transformer aussi le système éducatif, la première transformation, c'est avant tout celle des parents qui doivent davantage laisser aller à dépasser leur peur d'une certaine manière, à dépasser leur construction personnelle et à aussi s'outiller de la même manière de ce qui est partagé avec les enseignants. Valérie Touze, qu'est-ce qui, selon vous, ne marche pas ou marche plus ou marche moins bien dans les pédagogies plus actuelles, plus classiques? Oui, dans les pédagogies traditionnelles, le problème, c'est que la classe avance au rythme de la classe. C'est ça le grand problème. Alors, ce qu'apportent ces pédagogies alternatives, comme on vient de le dire, c'est qu'un enfant qui va être plus rapide dans l'apprentissage des lettres va pouvoir avancer dans ce domaine-là et prendre plus de temps dans d'autres domaines. Et un enfant qui sera plus rapide en mathématiques pourra faire à son rythme. Donc je pense qu'aujourd'hui, notamment avec les outils numériques dont on dispose, c'est plus facile et c'est mieux pour les enfants qu'on puisse les prendre en compte individuellement. Lionel Sayag, est-ce que
est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous parleriez d'idéologie dans le système éducatif actuel, d'une idéologie qui laisse peu de place à l'adaptation, à ce genre d'apprentissage? Ça dépend ce qu'on met derrière le mot idéologie. Donc il y a beaucoup de connotations qui peuvent être négatives. D'une certaine manière, tout est idéologique. Mais c'est vrai que politique, en tout cas. L'éducation, c'est un projet politique, forcément. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'idéologie derrière. On transmet des valeurs aussi qui sont une forme d'idéologie aussi. Pour moi, quelque chose qui a peut-être pas assez changé avec le système qu'on connaît assez traditionnel, c'est plutôt cette idée d'avoir un groupe d'individus qui, comme le disait Valérie, avancent au même moment, selon le même rythme et selon les mêmes attentes. Et donc ça a fonctionné pendant un temps parce qu'on avait besoin d'élever la population dans sa globalité. Et aujourd'hui, je pense que même s'il y a encore des difficultés dans le système traditionnel, on a passé les grandes étapes et aujourd'hui, on peut aller davantage plus loin pour continuer à éduquer, à élever les enfants, à les faire sortir, à les dépasser d'eux-mêmes et à aller plus loin que la simple instruction. Et ça, il faut commencer très tôt, Lionel Sayag? Oui, il faut commencer très tôt parce que déjà, l'enfant avant 6 ans, c'est une éponge donc c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a plein de choses qui se passent. Le cerveau évolue à ces âges-là. Et donc, il faut commencer très tôt et notamment dans toutes les interactions aussi que peuvent avoir les enfants. Il y a beaucoup de choses dont on souffre, nous, en tant qu'adultes aujourd'hui parce qu'on a eu des choses qui nous ont marqué pendant notre plus jeune âge. Et donc, c'est important de pouvoir commencer très tôt. Et nous, dans nos écoles, on est une école bilingue aussi. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir cette ouverture dès le plus jeune âge. Pourquoi une ouverture, justement? Oui, parlez-nous de cet enseignement. Je crois que ce qui est commun aussi avec Valérie Touze, c'est cet apprentissage des langues étrangères. Ça, pourquoi? Dites-nous. Le bilinguisme, c'est plusieurs choses. C'est déjà une ouverture sur le monde, parce que nous, nos enseignants, ils viennent du monde entier. Ils sont toujours natifs anglo-saxons. Donc, c'est aussi un autre prisme et un autre regard sur les mondes qu'ils apportent avec leur propre culture. C'est aussi, les neurosciences le confirment, pour le développement du cerveau. Donc, ça apprend une forme d'adaptabilité très, très, très jeune et très tôt. Et donc, en fait, on s'aperçoit que c'est un plus, en fait, d'avoir cette ouverture-là. Et puis, c'est un poncif aussi de dire ça, mais on vit dans un monde aujourd'hui extrêmement globalisé et on voit bien qu'aujourd'hui, à la France, souvent, on n'est pas très bon dans les langues étrangères. Et donc, pouvoir avoir cette ouverture-là, c'est ouvrir le champ des possibles au maximum pour tous les enfants. Valérie Touze, en effet, on parle d'un monde, on parle d'adaptation, on parle d'un monde qui change vite, qui change rapidement, qui change profondément. L'objectif, c'est celui-là, de préparer ces enfants au monde de demain, un monde qui bouge vite. Oui. Tout à fait. Même, j'ai envie de dire presque au monde d'aujourd'hui, parce que je fais partie de ces gens qui ne sont pas persuadés que l'école d'aujourd'hui correspond à aujourd'hui. Je pense qu'elle correspond à hier. Donc oui, les accompagner le plus possible pour qu'ils soient les hommes de demain, avec les outils dont ils auront besoin pour demain. Et notamment, je reviens toujours au numérique, mais qui fait partie de leur quotidien aujourd'hui. C'est pas le monde de demain, le numérique, c'est le monde d'aujourd'hui. Et juste pour toucher un petit peu sur les langues, je pense aussi, en plus de ce que Lionel a dit, que la société d'aujourd'hui est une société multilingue. Donc moi, j'ai travaillé 8 ans dans une école Montessori en banlieue parisienne. On avait 17 nationalités dans la classe, beaucoup d'enfants qui ont des parents de 2 nationalités différentes, qui vont parler plusieurs langues. Et donc, ce besoin d'ouverture, c'est plus qu'un besoin, c'est une réalité. Et ne parlons pas du besoin de connaître plusieurs langues pour leur avenir. Valérie Touze, de quelle manière ces nouvelles pédagogies sont-elles véritablement démocratisées? Ça aussi, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Alors, elles ne le sont pas, pas à grande échelle en tout cas, et ce n'est pas la volonté des entités Montessori, par exemple, pour prendre mon exemple, c'est un problème de reconnaissance du gouvernement. Donc la scolarité n'est pas gratuite, même si les gens pensent que c'est gratuit, c'est pas gratuit, c'est payé par vos impôts. Et donc tant que les écoles Montessori ou autres pédagogies ne seront pas reconnues par le ministère de l'Éducation nationale, elles ne recevront pas de subventions et ne pourront donc pas être moins chères que ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire que les écoles Montessori sont 100% financées par les frais de scolarité. Oui, Lionel Sayag, on ne peut pas imaginer de vraie démocratisation pour l'instant, en tout cas.
Nous, on essaie de le faire à différents niveaux. Les écoles sont inclusives aussi socialement, donc on a des tarifs qui varient en fonction du revenu des parents. Ouais. Donc pour avoir une forme de mixité sociale, on arrive à avoir des mécènes aussi qui nous accompagnent pour augmenter le nombre de boursiers qui existent au sein de nos écoles. Et nous, plus globalement, l'ambition du projet, c'est véritablement de montrer qu'un autre système éducatif est possible et d'arriver avec potentiellement peut-être un livre blanc ou un plan de réforme pour l'État et pour que cette innovation-là, qui a été financée sur fonds privés, puisse ensuite essaimer pour la collectivité et accompagner peut-être ou contribuer à une transformation du système éducatif et de l'éducation nationale. Lionel Sayag, aussi une question, c'est-à-dire que ces enfants-là qui vont suivre en tout cas ces nouvelles pédagogies pendant un temps et qui vont finir éventuellement ou normalement en tout cas par se retrouver dans un système plus classique, comment se passe l'adaptation ou le repassage à un système un peu plus classique pour ces enfants? Il y a de plus en plus d'études qui sortent sur ce type d'école. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que ces enfants sont extrêmement adaptables, ils ont des capacités de leadership. Donc en fait, quand on apprend à un enfant à s'adapter, c'est ça le plus important. Et on en revient aussi à l'idée de ce monde qui évolue. L'important, c'est de pouvoir justement s'adapter, de pouvoir comprendre l'autre, de pouvoir développer son sens critique, pouvoir développer sa collaboration. Et ça, c'est des outils qu'on donne aux enfants et donc ils vont pouvoir les mettre en place dans leur nouveau système, dans une école plus traditionnelle. Et donc, ce que craignent parfois les parents, c'est de se dire qu'on sort un peu d'un monde des bisounours pour venir dans la vraie vie. Mais peut-être un monde où on sera plus déçu, peut-être. Oui, mais vaut mieux être nourri avant d'intégrer ce monde-là, peut-être plus décevant, et de faire en sorte que ce monde il évolue aussi avec tous les enfants qui contribuent à ça. Donc ensuite, en plus, nous dans les écoles qu'on porte, on suit le programme d'éducation nationale quand même, et donc les enfants ils peuvent rejoindre un système traditionnel à n'importe quel moment. C'est important aussi pour pas créer justement de clivage et de gens qui seraient exclus d'une société traditionnelle. Oui, c'est-à-dire qu'on n'en a pas vraiment parlé. Le programme reste le même. La pédagogie ou la méthode d'apprentissage change, c'est ça? Alors oui, mais on a aussi, en tout cas, on reprend le socle fondamental de l'éducation nationale et on ajoute d'autres compétences. Donc déjà, les objectifs pédagogiques sont légèrement différents. Et ensuite, la pédagogie aussi, mais la pédagogie est vraiment au service de la finalité. La pédagogie, c'est pouvoir faire une école en forêt s'il le faut, c'est pouvoir redonner toute leur liberté aussi aux enseignants, faire en sorte qu'ils soient alignés avec eux-mêmes au moment où ils sont en train de transmettre. Quand on pose la question aux parents, c'est toujours, c'était quoi le meilleur moment pour vous, le meilleur souvenir de l'éducation? C'est souvent un prof passionné qui vous a parlé de quelque chose auquel il croyait vraiment, et nous c'est ce qu'on veut essayer de recréer finalement, qu'il y a un enseignant qui se sente libre de pouvoir transmettre ce qu'il a envie de transmettre dans les objectifs qu'on lui a fixés et dans un cadre qui est défini, mais en tout cas qui retrouve sa pleine liberté. Valérie Touze, il nous reste 30 secondes. Je veux rebondir sur ce que vient de dire Lionel Sayag, sur ce rôle des professeurs, comment eux se sentent en enseignant ces nouvelles pédagogies. C'est un sentiment incroyable parce que la proximité en fait avec chaque enfant vous apporte énormément de satisfaction et des moments de bonheur, puisque chaque enfant va avoir par exemple son déclic de lecture à son moment à lui, et donc vous vivez ça à 100% avec lui. Donc je pense que chaque enseignant est porté par cette évolution individuelle, sans oublier que le groupe aussi a ses activités, ses thèmes qui vont rythmer l'année. Vous le diriez, comme Lionel Sayag le disait, il est plus libre, l'enseignant? Est-ce qu'il est plus libre? Disons que chez nous, chez Montessori, il a, et c'est important aussi pour l'enfant parce que beaucoup de gens pensent que chez Montessori, l'enfant fait n'importe quoi. Pas du tout. Il y a un cadre très défini par ce qu'on appelle l'environnement et par le matériel et des règles. Et à l'intérieur de ce cadre défini, effectivement, il y a une forme de liberté pour développer au maximum l'environnement nécessaire à apprendre. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Valérie Touze, créatrice d'Edoki Academy, d'avoir été avec nous en visioconférence. Merci Lionel Sayag d'avoir été en plateau avec nous, fondateur de l'autre école. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission, vous l'aurez compris. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.